Alors, bonjour, bienvenue. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes et par la suite, on va procéder à une période d'échange avec les membres de la commission. Alors, allez-y, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, permettez-moi avant toute chose de vous présenter notre organisme ainsi que les membres que nous représentons. Je me présente en premier lieu, Arthur Durieux, je suis le directeur et cofondateur du Centre Le Pont APPI. Je suis aussi cofondateur du ROMI avec l'organisme Foyer du Monde, ici représenté par sa directrice Eva Gracia Turgeon. Je vous présente également Florence Bourdeau, qui est la co-coordonnatrice du ROMI. Au ROMI, nous regroupons des organismes qui offrent de l'hébergement, des services juridiques, des biens de nécessité et qui œuvrent à la défense des droits civils, socio-économiques et politiques des personnes migrantes à statut précaire. L'objectif de notre présentation n'est pas de venir débattre sur les seuils d'immigration, en particulier sur l'immigration humanitaire. Car lorsqu'on parle d'immigration, on nous demande toujours de répondre à la question du combien. Combien de personnes immigrantes le Québec devrait-il admettre? Combien de personnes temporaires, de personnes permanentes, d'étudiants étrangers? Nous venons aujourd'hui vous parler du comment. Comment certaines politiques ont changé le visage de l'itinérance à Montréal et comment nous pouvons faire en sorte d'améliorer la situation. Nous pouvons parler du comment, des conditions de vie de personnes à statut précaire, car c'est elles que nous accompagnons au quotidien. Il y a plus de 3 ans, l'actualité a été monopolisée par la fermeture du chemin Roxham. Cette fermeture s'est concrétisée par l'élargissement de l'entente des tiers pays sûrs. Initialement, cette entente permettait aux personnes cherchant la protection contre la persécution de demander l'asile tel que défini dans les conventions internationales dont le Canada est signataire, et ce, même si ils et elles arrivaient sans visa. La fermeture des endroits comme le chemin Roxham nous a permis de constater dès septembre 2023, soit moins de 5 mois après l'élargissement de l'entente des tiers pays sûrs, un débordement notable de personnes demandeuses d'asile vers les ressources pour personnes en situation d'itinérance, surtout des familles avec enfants et des hommes seuls. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes vulnérables n'entament plus la procédure d'asile à leur arrivée, soit parce qu'elles rentrent par des points irréguliers et doivent maintenant attendre 14 jours pour le faire, soit parce qu'elles rentrent via l'aéroport mais craignent d'être déportées. Elles s'orientent vers le processus d'asile interne, un processus qui place les personnes migrantes dans une grande précarité. Elles n'ont donc pas droit aux hébergements prévus par le gouvernement provincial ni à l'aide sociale. Si une personne migrante n'a pas de famille ou d'amis à Montréal, elle se retrouve donc en situation d'itinérance jusqu'à ce qu'elle ait réussi à déposer une demande d'asile complète. L'itinérance engendre à son tour un obstacle majeur à l'exercice de plusieurs droits, mettant en péril leur santé et leur sécurité, entre autres. Les demandeurs et demandeuses d'asile vivent souvent plusieurs difficultés cumulées, traumatismes ou symptômes de santé mentale fragilisés, barrière de la langue, absence totale de réseau de soutien ou de connaissance du milieu, etc. Les hébergements pour personnes en situation d'itinérance, bien qu'ils fassent de leur mieux, ne sont pas souvent adaptés à leurs besoins. La cohabitation avec des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie s'avère un obstacle de plus à l'intégration. Ajoutons à cela que la situation d'itinérance complexifie le processus de régularisation de leur statut. De nombreuses personnes sans adresse fixe ne reçoivent pas leur courrier, le courrier essentiel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et ne peuvent donc pas se présenter à leur audience. Déposer une demande d'asile est complexe et doit inclure un narratif de persécution détaillé, une étape qui requiert notamment des services juridiques. Ces personnes migrantes, n'ayant bien souvent pas d'argent pour payer un représentant légal, se retrouvent à vivoter dans des sites d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. Notons qu'en 2022, 20% des personnes sondées à Montréal ont déclaré être issues d'une trajectoire migratoire. Le dénombrement de 2025 devrait encore être plus élevé. Je vais prendre le relais. C'est donc pourquoi, en fait, les reculs dans l'accès à l'asile ont contribué à transformer le visage de l'itinérance à Montréal. Et encore là, on parlait des personnes en demande d'asile. C'est sans mentionner les récentes réglementations qui ont coupé, en fait, l'accès à la résidence permanente pour de nombreuses personnes, qu'elles soient entrées comme travailleurs ou comme étudiants internationaux. Donc ça, c'était un peu le portrait. Maintenant que nous avons décrit la situation, nous allons vous faire part de nos pistes de solutions. Parce qu'en fait, peu importe les décisions que les gouvernements prendront sur le combien,
ce dont on vous parle, c'est-à-dire l'hébergement, puis les services essentiels pour les personnes migrantes, ça demeurera un enjeu pour les années à venir. Les besoins vont continuer d'être très élevés et nous avons collectivement ce devoir-là de trouver des solutions et des solutions pragmatiques pour y répondre. Donc, nos recommandations sont les suivantes. En 1, élargir les critères d'éligibilité et d'accès aux ressources, que ce soit des ressources d'hébergement, de services gouvernementaux, afin de permettre ainsi aux personnes en demande d'asile ou des personnes à statut précaire de bénéficier de l'aide et du soutien nécessaires. Ensuite, et c'est la raison de notre présence, c'est des organismes comme les organismes que vous avez ici, les membres du ROMI, qui offrent de l'hébergement temporaire et de transition. Pourquoi les financer? Ça permettrait la bonification du nombre de lits et des services offerts, mais aussi des services socio-communautaires de qualité et qui vont être centrés sur les personnes. Et finalement, financer aussi des ressources qui s'occupent de populations spécifiques, des femmes avec enfants, des hommes seuls, en fonction des besoins. Il faut savoir en fait que historiquement, les organismes qui sont membres du ROMI ne reçoivent aucun financement récurrent du gouvernement. En avril 2024, le gouvernement du Québec avait créé un fonds, le fonds qui s'appelait le Fonds d'urgence pour les demandeurs d'asile, qui était doté d'une enveloppe de 5,5 millions de dollars, qui était déjà à l'époque comme un premier pas dans la bonne direction. Malheureusement, plusieurs organismes n'ont pas pu bénéficier de cette enveloppe. Pour ceux qui ont reçu ces sommes, l'aide n'était pas forcément à la hauteur des besoins. Et en fait, cette enveloppe budgétaire-là n'a pas été renouvelée. C'est une enveloppe qui était au sein du SACE et qui a été envoyée au milieu de l'itinérance, qu'en ont également grand besoin. Là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de mettre sur pied en fait un programme qui va être un programme de financement, pas un fonds d'urgence, un programme récurrent et de suivi pour les personnes en demande d'asile, les personnes à statut précaire, d'une somme qui est quand même assez dérisoire si on considère l'appareil gouvernemental. On parle de 2,5 millions de dollars. Ça permettrait quoi? Ça permettrait qui se déclinerait en fait pour un 350 000 par an pour des organismes qui font de l'hébergement, un 90 000 pour ceux qui offrent des services d'accompagnement, qui fournissent des biens de première nécessité, des services juridiques. Chez nous, au ROMI, en fait, on est comme une des parties de la solution sur la prévention de l'itinérance chez les personnes migrantes. Puis de façon plus large, nos membres contribuent à une intégration réussie des personnes migrantes dans le but que celles-ci puissent participer pleinement à la société québécoise. Et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes tous ici aujourd'hui. Les gouvernements doivent mieux soutenir les organismes offrant de l'hébergement transitoire, mais aussi des services aux personnes migrantes. C'est bien sûr une question de dignité, c'est aussi une question de santé publique et c'est avant tout, j'allais dire, enfin pas avant tout, mais une question de saine gestion des fonds publics. Donc, en plus, nous avons fait preuve de synthèse. Merci, c'est tout pour notre exposé. C'est une question. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va procéder à l'échange. On va commencer avec Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci pour ce que vous faites aussi au quotidien pour aider des personnes qui ont des parcours de vie qui souvent sont plus difficiles, des gens qui ont des besoins particuliers, souvent des besoins d'urgence. Vous dites, la question, c'est pas toujours combien de personnes on accueille, mais comment. C'est une question tout à fait intéressante. Comment on accueille ces personnes-là? Je pense qu'il y a un corollaire, par contre. On ne peut pas accueillir de la même manière, puis aussi dignement, avec tous les services qu'on voudrait, les gens, si on en a 50 000, ou si on en a 500 000, ou si on en a 1 million. On ne peut pas simplement faire comme si c'était... Vous savez, vos ressources, vos nombres de chambres, votre personnel, c'est pas illimité. Et on n'est pas tout seul dans la danse aussi, peu importe le nombre de personnes qui mettent le pied sur le territoire québécois, qui demandent l'asile. Si le gouvernement fédéral est capable d'évaluer rapidement la demande, bien, c'est beaucoup plus facile aussi dans le comment
ces personnes-là peuvent s'enraciner dans la manière de faire. En Australie, ça leur prend à peu près 22 mois pour dire à quelqu'un, oui, vous êtes demandeur d'asile, vous êtes accepté, vous êtes réfugié. En Italie, 6 à 12 mois. En France, 4 mois et demi. En Allemagne, entre 8 et 9 mois. Au Canada, plus de 37 mois. Et donc, ça garde les gens vraiment dans la précarité. Si on parle de bienveillance, là, c'est difficile pour ces personnes-là. Puis pendant tout ce temps-là, il faut savoir qu'il y a des gens qui espèrent vraiment rester. Mais il y en a 4 sur 10 à la fin qui ne seront pas acceptés au bout du compte comme des demandeurs d'asile, donc des réfugiés par le gouvernement canadien. Et ça cause des enjeux, je pense, qui sont importants. Il y a aussi la question qui complique les choses, c'est la très grande concentration géographique. Les chiffres que j'ai, c'est que environ 76-75% de demandeurs d'asile s'installent à Montréal et à Montérégie. Ça veut dire une très, très grande concentration des besoins dans un endroit. En même temps, on peut dire, bien, on développe une expertise, mais en même temps, comme ces gens-là demandent de l'aide et des ressources, c'est exigeant pour la région de Montréal, la Montérégie. Mais là où je m'interroge, c'est que vous dites il faudrait davantage de sommes. Là, vous demandez, à un moment donné, page 10, la création d'un programme de financement de suivi au fonds d'urgence, puis ajouter une somme de 2,5 millions par année. Je comprends que sur le terrain, vous dites on a ces besoins-là, mais la capacité de financer, de payer est atteinte, sinon dépassée. Le fédéral ne nous donne pas suffisamment d'argent pour financer les services juridiques. On prend l'enveloppe du fédéral, on la dépense au complet, puis à la fin, il y a encore des gens qui veulent des services juridiques, puis on arrive au bout. Même chose pour tout le reste. Écoutez, en 2024, juste en assistance sociale, juste pour les demandeurs d'asile, 507 millions ont été engagés juste par le gouvernement du Québec. Donc, c'est difficile pour nous de dire on va rajouter 1 million de plus, 2 millions de plus. À un moment donné, ça devient très, très, très difficile, même si je nie pas qu'il y a plusieurs personnes qui ont des besoins, puis vous êtes au front, vous les voyez. Est-ce que vous croyez qu'on devrait partager cet accueil de demandeurs d'asile mieux avec le reste des autres provinces et territoires? On était autour de 50 %. Maintenant, on est peut-être autour de 35-40 % de demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire québécois. Est-ce que vous pensez que ce serait plus normal que d'autres provinces fassent davantage leur part pour nous aider à les aider? Eva, peut-être tu pourrais prendre la question. Moi, j'avais juste au niveau, vous avez mentionné un chiffre, le taux d'acceptation des personnes. Nous, les statistiques que nous utilisons sont celles de la CISR, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est une commission de commissaires indépendants. Les dernières statistiques étaient de l'ordre de 70-72 %. Donc, on était plus dans ce qui est une statistique au niveau canadien, mais qui est la même chose dans le bureau de l'Est. Est-ce que tu veux, Eva, reprendre plus la parole sur tes observations? Oui, parfait, merci. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est plus d'utiliser les fonds actuellement plus intelligemment. On comprend qu'il y a des pressions financières de part et d'autre, mais nous, on a fait le calcul ici, puis de notre côté, notre coût unitaire de nuitée, donc pour une personne par nuit, pour tous les services qu'on offre, qui peuvent inclure des services juridiques, c'est le cas à Foyer du Monde, justement, sont 50 % moins chers que le coût unitaire de l'organisme provincial qui s'appelle le PRAIDA, le Programme d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, et sont 150 % moins chers que le coût fédéral pour une nuitée. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, finalement, c'est que on demande juste que des sommes qui vont être sauvées ailleurs puissent être mieux utilisées avec nous. On considère qu'on a l'expertise terrain, puis qu'on sait comment offrir plus de services à moindre coût. Mais il faut juste qu'on soit financé. Bien, quand on nous parle d'efficacité puis de faire plus avec chaque dollar, j'avoue que c'est intéressant. On pourra
continuer d'échanger directement ou avec mon cabinet. Mais pour la suite de la présentation en commission aujourd'hui, je vais permettre à mes collègues de poursuivre les échanges. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci, Mme la Présidente. Bonjour. D'entrée de jeu, respect à votre travail puis votre regroupement. Hein. On n'est aucunement insensible. C'est extraordinaire ce que vous faites commission. Je voulais pas aller vers la lourdeur du financement, mais vous l'avez abordé. Alors, je voudrais juste m'assurer de bien comprendre. Si j'ai bien saisi, puis ce que je voyais dans le rapport, l'ensemble du regroupement ne reçoit pas de financement à la mission, mais il y a eu une certaine enveloppe au SAQET, une enveloppe d'urgence, si j'ai bien compris. Et là, différents organismes qui représentent le regroupement ont déposé et certains en ont eu, certains en ont pas eu. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? En fait, techniquement, le SAQET a mandaté la Fondation Centraide pour distribuer les fonds qui avaient été alloués. D'accord, je comprends bien. Et puis, c'est ça, Centraide, si on ne fait pas d'activité de financement ou quoi que ce soit, on peut bénéficier de l'aide de Centraide. D'accord, puis je repose la question. L'ensemble des organismes du regroupement ne reçoivent pas d'aide du gouvernement du Québec que si ce n'est que des projets spécifiques comme le cas qu'on l'a vu là, dans l'enveloppe d'urgence. Sinon, il n'y a pas de soutien à la mission pour l'ensemble de ces organismes. C'est bien ça? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de financement à la mission. Alors, c'est beaucoup du socio-financement ou du côté fédéral? Non, on ne reçoit rien du fédéral. On ne reçoit rien du fédéral non plus. C'est la particularité des populations que l'on dessert, qui ne sont comme ni du côté provincial, ni du côté fédéral. Eva pourrait vous en parler. Elle a tapé comme à plusieurs portes. Au niveau du MIFI, les programmes sont très cadrés. C'est pas comme une critique, ils sont très cadrés. C'est les personnes qui sont résidents permanents. La seule chose qu'ils financent, c'est un sous-volet pour les demandeurs d'asile, pour l'aide à la recherche de logement. C'est vraiment des petites sommes. Puis au niveau, on a fait l'exercice l'an passé lors des consultations prébudgétaires. Le M3S nous dit allez voir le MIFI, le SAQET nous dit allez voir le MIFI dit ça ne rentre pas dans les programmes. Donc, je ne sais pas si Eva, tu veux compléter. Absolument, merci Florence. En fait, donc c'est ça, différents ministères ont des restrictions différentes. Donc, par exemple, avec le M3S, on n'est pas éligible quand on fait de l'hébergement temporaire, ce qui est le cas de beaucoup des membres du REMI, malheureusement. Donc, ça nous rend inéligibles à ce volet-là. Puis, au côté du MIFI, c'est parce qu'on dessert principalement des personnes demandeuses d'asile qu'on n'y accède pas. Donc, au final, en termes de financement provincial, le seul qui pourrait être possible, c'est le SAQET comme ministère, qui est un SAQET pour les organismes orphelins. Malheureusement, on est plusieurs dans ce même bateau-là, donc il n'y a personne qui a été financé jusqu'à présent. Puis après, du côté fédéral, le fédéral ne finance pas la mission directement les organismes provinciaux au Québec en raison, en fait, de la particularité de la P31 qui fait qu'on ne peut pas financer si on reçoit des fonds, même si ce n'est pas à la mission du provincial. Donc, oui, on dépend du sociofinancement à peu près à presque 100% pour la majorité des organismes. OK. Alors, vous êtes beaucoup en autofinancement. Quelque chose une image forte qu'on pouvait voir dans votre rapport, c'est, j'aimerais peut-être vous entendre un petit peu là-dessus, là, la cohabitation. Vous parlez là, de santé mentale, toxicomanie, bref, un peu j'imagine, quand je vois les organismes, un peu en mode réduction des méfaits, mais n'empêche qu'avec l'immigration, ça peut être tout sur le même toit de l'hébergement. C'est un peu comme ça que peut ressembler une journée, exemple, à la maison, à l'Action des réfugiés de Montréal. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Je suis pas certaine de saisir exactement, mais le quotidien, en fait, c'est plutôt que on précarise des personnes qui n'auraient pas à tomber, peut-être à être dans des risques de toxicomanie, par exemple. Puis un exemple très concret, tout à l'heure, mes collègues expliquaient finalement les impacts de, par exemple, justement, des nouvelles
des nouvelles lois qui ont été changées ou si la fermeture de Roxham. Un exemple très concret, c'est qu'en fait, souvent, le système d'immigration ne s'arrime pas sur ces changements législatifs-là qui ont lieu. Par exemple, c'est à la fermeture du chemin Roxham puis à l'étendue de l'entente des tiers pays sûrs, on a parlé d'un 14 jours qui est un buffer ou un temps où les personnes qui passent autrement que par un poste frontalier doivent attendre pour faire une demande d'asile. Or, au provincial, au Québec, l'organe ou l'institution qui reçoit en premier lieu en hébergement ces personnes-là, le PRAIDA, a un délai interne de 10 jours. Donc, si une personne est sur le territoire depuis plus de 10 jours, elle n'accède pas au service d'hébergement. Donc, il faut attendre 14 jours pour faire la demande d'asile, mais il faut avoir fait avant 10 jours pour pouvoir accéder à l'hébergement. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens, à cause que le système ne s'est pas arrimé avec les nouvelles lois, tombent en situation d'itinérance, vont vers des refuges et dans ces circonstances-là, comme beaucoup de ces refuges-là ne sont pas familles, ben, il y a des gens qui tombent dans la toxicomanie parce que la situation devient une situation de plus en plus complexe où toutes les portes se ferment. Puis beaucoup de familles aussi deviennent suivies par la DPJ parce que si on ne peut pas offrir un toit à ses enfants, on est en cas de négligence parentale. Je comprends. Merci. Je pense que la députée de Vimont aussi. Alors, il vous reste 4 minutes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois. Je veux juste comprendre. J'ai pris des petites notes, là, mais je veux juste être certaine d'avoir bien compris. Vous avez mentionné que 20 de la trajectoire migratoire de Montréal provient, si j'ai bien compris, de l'itinérance liée aux réfugiés ou au statut de réfugié. Est-ce que c'est ça? Ce que vous avez mentionné tantôt? En fait, c'est on n'a pas, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas exactement de données extrêmement précises. Lors du dernier dénombrement, qui a été fait dans le Grand Montréal, il y avait 20% des personnes en situation d'itinérance, mais d'itinérance visible, parce que le dénombrement ne prend pas en compte les personnes en situation d'itinérance cachée, qui étaient issues de l'immigration. Après, malheureusement, on n'a pas le détail. Donc, issues de l'immigration, moi, je suis issue de l'immigration, je suis là depuis 25 ans. Donc, on ne peut pas dire avec précision combien, en fait, viennent d'une trajectoire de demande d'asile récente et tombent dans les cracks. Mais on sait, on parle avec les réseaux en itinérance. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, parce que, comme l'a expliqué ma collègue Eva, le système est mal fait, vont tomber dans les cracks. Et oui, effectivement, il va y avoir des enjeux de cohabitation. Je veux dire, ces personnes-là, leur parcours, c'est juste d'arriver ici et de demander l'asile. Puis en plus du choc culturel, elles peuvent se retrouver face c'est ça, des personnes en situation d'itinérance qui ont eu comme des parcours assez compliqués. OK. Mais une fois que vous les recensez de façon visible, là, disons, est-ce qu'il y a une prise en charge de l'organisation ou des organisations? Parce que vous l'avez mentionné tantôt, c'est quand même assez compliqué là, de faire la demande. Puis souvent, les gens, ils n'ont pas accès soit à un téléphone ou peu importe, boîte aux lettres, là, peu importe. Mais comment vous les prenez en charge? Si vous êtes en présence, si vous les voyez ou si vous avez écho là, de personnes, est-ce qu'ils sont quand même pris en charge par une organisation? Est-ce qu'ils sont, ou ils sont vraiment laissés à eux pour une période indéfinie? Si je peux me permettre, je prendrais la question. En fait, déjà, juste pour ajouter sur le premier volet de votre question, parce que, oui, le 20 c'est général, mais moi, à titre d'exemple, on est situé sur le plateau Est. Nos collègues les plus près en itinérance, c'est le Chaînon. Le Chaînon, c'est un hébergement qui héberge aussi des femmes généralement en situation d'itinérance. En 2022, ils avaient 50 de leurs résidentes qui étaient des femmes en situation qui étaient des femmes immigrantes à statut précaire. Donc, quand nous, on a vent de ça en tant qu'organisme partenaire, c'est sûr qu'on va essayer d'appuyer du mieux qu'on peut. Par contre, on n'est pas financé, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est très difficile. On fait beaucoup d'économies de bout de chandelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider à former leurs intervenants, intervenantes pour que ces gens-là puissent agir sur les éléments
que nous, on ne peut pas faire à distance. Parce qu'en plus, malheureusement, ben, l'aide juridique, elle est aussi de plus en plus coupée et diminuée. Donc, ces personnes-là, ben, finalement, le soutien qui est souvent le plus important au départ, d'emblée, qui est celui de sécuriser le statut, de le régulariser, c'est celui qui est le plus difficilement accessible, malheureusement. Encore du temps? 19 secondes. Ah, bon, non, il me reste plus de temps. Je suis désolée, j'avais une autre question, mais c'est pas grave. Je vais laisser la place aux collègues et encore merci. Monsieur le député de l'Acadie, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, bon après-midi. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. En le lisant, j'ai regardé que c'est un collectif, en fait, un regroupement d'organismes, et on a déjà eu le privilège de lire et d'entendre Action Réfugiés Montréal et le RATMAC, qui sont les organismes qui font partie de votre regroupement. Vous vous occupez principalement des demandeurs d'asile. J'aimerais que vous puissiez m'expliquer davantage, et je suis à la page 8 dans votre mémoire, vous avez un tableau avec la trajectoire d'hébergement des demandeurs d'asile à un port d'entrée. Et là, évidemment, il y a l'arrivée au pays. Et vous nous expliquez que en arrivant au pays, si la personne fait une demande, elle sera traitée d'une certaine façon. Si elle ne le fait pas et qu'elle quitte, là, sa situation va devenir plus précaire. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui arrive à un port d'entrée terrestre ou un aéroport, ou ça ne fait pas de différence? En fait, la différence est effectivement par rapport au port, à la notion de port d'entrée. Donc, quand elle arrive à un port d'entrée, elle rencontre quelqu'un de l'Agence des services frontaliers. Si elle demande l'asile, là, comme sa procédure va s'enclencher, elle va être ultimement référée au PRAIDA qui va faire l'évaluation psychosociale, qui va ou non, en fonction de certains critères, lui fournir de l'hébergement. Si elle ne fait pas sa demande, puis souvent, de toute façon, les gens arrivent avec d'autres visas. Si elle ne fait pas sa demande, elle sort du point d'entrée, que ce soit l'aéroport ou un autre point d'entrée, et elle arrive donc en sol canadien, puisque là on est au niveau fédéral. Et là, c'est là où les 14 jours embarquent. Donc elle doit attendre, c'est considéré comme une demande interne, parce qu'elle a mis le pied à l'intérieur, et donc elle doit attendre 14 jours avant de faire sa demande. Mais souvent, dans ces 14 jours-là, bon, en plus de l'incohérence avec les 10 jours du PRAIDA, c'est les 14 jours où, en fait, elle n'est pas en contact avec les ressources. C'est-à-dire que autant le processus depuis des ports d'entrée est comme plutôt c'est un processus plutôt bien, où tout ça rime bien, PRAIDA, évaluation psychosociale, etc., réfère vers des organismes. Mais si elle n'a pas accès à ça, et qu'elle se retrouve, c'est ça, à la rue, donc ces refuges avec des gens plus ou moins formés, ça peut être aussi d'être récupéré par des personnes moins bien intentionnées. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on attire comme la vigilance, c'est sur ces 14 jours-là, de gens qui font pas leur demande à un point d'entrée. Parce qu'ils ont peur. Exact. Et donc, que ce soit dans un aéroport ou, par exemple, une frontière terrestre, là, genre Chemin-Roxham ou d'autres endroits, là, à la Colle ou autrement, si la personne ne fait pas sa demande en arrivant, qu'elle passe, je ne sais pas, moi, elle a eu un visa visiteur parce que c'était le seul moyen qu'elle avait pour quitter son pays, là, parce que j'imagine que des demandeurs d'asile qui vivent des situations de persécution ou d'injustice grave, ils ne vont pas faire une demande officielle dans leur pays pour partir. Ils ne vont pas leur dire parce que ça risque de mal finir pour eux. Alors, donc ça, s'ils ne le font pas puis ils se ramassent sur le territoire ici, à ce moment-là, s'ils ne font pas leur demande en arrivant, ils ne seront pas pris en charge par le PRAIDA. C'est ça. Puis il y a une petite distinction avec les points d'entrée terrestres, parce que les points d'entrée terrestres, c'est la frontière avec les États-Unis. Donc, c'est dans le cadre de l'entente des tiers pays sûrs. On pourrait débattre si les États-Unis sont un pays sûr ou non pour les personnes à statut précaire.
mais ce n'est pas l'objet ici. Donc là, la personne... Prenons pour acquis que c'en est un, là, alors... ouais. Voilà. Donc, dans ces cas-là, la personne ne peut pas demander l'asile, sauf si elle a déjà de la famille au Canada. Puis ça, c'est vérifié. Enfin, c'est pas... ils appellent, Donc, en fait, en règle générale, on ne peut pas demander l'asile à la frontière terrestre, sauf si soit on est un mineur non accompagné ou on a de la famille déjà au Canada. Sinon, ils vont être retournés aux États-Unis immédiatement. C'est ça. Parce que c'est considéré comme un tiers pays sûr. C'est ça. Donc, finalement, s'ils n'ont pas de famille, alors le point d'entrée qui leur reste, c'est un aéroport, en fait. Ou un port. OK, mais pas la frontière terrestre. D'accord, je comprends. Et donc, alors vous êtes obligés, vous allez devoir vous occuper de ces gens-là parce que le PRAIDA ne les prendra pas en charge. Puis les politiques gouvernementales sont faites de cette façon-là. C'est ma compréhension? C'est ça. Si je peux me permettre de faire un complément, additionnellement, ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'on a des ressources qui sont non utilisées. Donc, le PRAIDA, à l'heure actuelle, qui compte 1200 lits, en raison de ces manques d'arrimage-là, est à capacité de 30 % uniquement. Et on a des gens dans la rue. Donc, là, je comprends que le PRAIDA, c'est l'organisme gouvernemental, n'est-ce pas, financé par l'État. Là, je vous écoute. Ils ont une capacité d'accueillir des gens. Présentement, cette capacité-là est utilisée à 30 %. C'est ce que vous venez de dire. Mais par ailleurs, vous, dans votre travail communautaire, vous accompagnez des gens qui vont faire une demande comme demandeurs d'asile, mais qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit, et le PRAIDA ne les prendra pas. Exactement. OK. Parce que les politiques sont faites de cette façon-là. Exactement. Il n'y aurait pas moyen d'arrimer tout ça pour ça fait 2 ans le gouvernement. Je suis certain que vous avez soulevé ça. Vous en êtes rendu où dans vos démarches avec le gouvernement à ce sujet-là? Bien, le PRAIDA nous revient toujours avec la même réponse. On nous dit que ça a été discuté puis que ça ne changera pas. Mais ils ne sont pas en pleine capacité, donc il y aurait des lits. Puis là, Absolument. on parle du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec? Provincial. Provincial du Québec. Donc, on laisse dormir des gens dehors parce qu'ils n'ont pas le bon nombre de jours. Je comprends bien ou... Absolument. OK. En fait, ça prendrait une directive du M3S. C'est pour ça, quand on dit dans nos recommandations, c'est d'élargir l'éligibilité, de ne plus prendre en considération cette histoire des 10 jours, enfin ce délai de 10 jours. Et là, vous parlez d'une directive des CS3S ou de l'immigration? Le PRAIDA, en fait, est financé par le M3S. C'est Santé Services Sociaux. OK. Donc, à ce moment-là, il faudrait s'adresser non pas à M. le ministre qui est ici, mais à un autre ministre pour essayer de voir à ce qu'il y ait un arrimage possible. Et est-ce que je vous ai bien... Est-ce que je vous ai bien entendu si vous avez dit que vous offrez, puis corrigez-moi si je fais erreur, vous offrez des services moins chers, ça coûte moins cher que le PRAIDA, les services que vous offrez? Oui, absolument. Et, OK, donc vous coûtez moins cher, ramassez, vous occupez de ces gens-là qui sont dans la rue, puis vous, votre financement vient des démarches que vous faites pour obtenir des dons privés? De monsieur, madame, tout le monde. Parce que le CS3S ne vous finance pas non plus. On ne rentre pas dans les critères. D'accord. Donc, une autre directive pour changer les critères. Très bien. Je vous remercie. Écoutez, je n'ai pas d'autres... une autre question. Éventuellement, une fois que la personne fait sa demande comme demandeur d'asile, elle va se ramasser devant la Commission fédérale pour déterminer si c'est une réfugiée ou pas.
Les délais sont anormalement longs au Canada. D'ailleurs, M. le ministre y a fait référence un peu plus tôt. Est-ce que vous faites aussi des... est-ce que vous avez un dialogue avec le gouvernement fédéral, avec la Commission? Est-ce que vous faites des pressions sur le gouvernement fédéral pour que les délais soient réduits? Parce que il me semble que votre organisme, PRAIDA ou pas PRAIDA, si ça prend 3 ans ou 4 ans pour qu'on détermine un statut, ça m'apparaît normalement long. Puis la personne, bien, pendant 3-4 ans, va essayer de travailler, va rencontrer peut-être quelqu'un, va peut-être avoir des enfants. Les enfants vont être canadiens, ils pourront pas. Eux autres, ils ont le droit de rester ici. Est-ce que vous avez aussi ce dialogue-là avec le gouvernement fédéral? Oui, en fait, par l'intermédiaire on est nous-mêmes dans d'autres regroupements. Il y a un regroupement qui s'appelle le Conseil canadien pour les réfugiés, qui est un regroupement pan-canadien, qui a des rencontres fréquentes avec IRCC, avec la CISR. C'est notamment sur l'histoire des délais qui revient constamment dans quasiment toutes les catégories. Les catégories d'immigration. On n'a pas parlé du parrainage, du regroupement familial, que ce soit pour des personnes qui viennent d'être acceptées comme réfugiés, mais c'est pareil, c'est des délais qui n'ont aucune allure. Mais vous pouvez en parler parce que c'est un dossier qui m'intéresse particulièrement. Donc, regroupement familial, les délais sont totalement hors normes. Là. Mm-hmm. Et là, vous accompagnez ces gens-là? Puis vous voyez l'impact que ça fait, évidemment, pour ceux qui sont ici et qui attendent un parent. Oui, un parent, un conjoint, un enfant qu'on ne voit pas pendant 10 ans. Pendant 10 ans? Ben, si on met bout à bout, pour quelqu'un qui vient, qui demande l'asile, si on met bout à bout l'attente jusqu'à... Florence? Oui, on vous perd malheureusement, là, je ne vous entends pas. OK. Vous pouvez prendre le relais? J'aurais peut-être un exemple à donner à Monsieur le député. Oui. On a une famille qui est arrivée au pont en 2017 ou 2018, si je me rappelle bien. Une maman monoparentale avec 2 jeunes filles qui a accouché au Canada. La plus petite fille a maintenant 7 ans et elle n'a jamais vu son père alors que madame a été acceptée en tant que réfugiée il y a 3 ou 4 ans de mémoire. On fait appel à nos députés fédéraux, on fait appel à Immigration au Canada, on demande, puis c'est un des exemples, je suppose que peut-être Florence pourrait un peu élaborer sur la réunification familiale. Je parle vraiment d'une personne demandeuse d'asile qui a été acceptée en tant que réfugiée. Et donc voilà, on a une petite fille de 7 ans, des plus grandes sœurs qui sont au secondaire et qui n'ont jamais ou peu, en tout cas, vu leur père dans les 7 dernières années. C'est un des exemples et pourtant, monsieur est soudanais et le Soudan fait partie notamment de certaines politiques de demande d'asile ou en tout cas d'immigration un peu plus rapide à cause de la situation en particulier au Soudan. C'est un des exemples que je pourrais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on poursuit les échanges avec le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Merci pour vos témoignages. Je pense que c'est des témoignages vraiment importants qui rappellent l'humanité derrière les cas dont on parle. Rappelons ici qu'on a des obligations face à la détresse humaine à l'international, qu'on est signataire au Canada de la 3e Convention de Genève et que c'est une des raisons pourquoi nous avons le devoir légal d'accueillir des gens. Vous nous avez donné un exemple que je dois dire je ne connaissais pas et qui est quand même terrifiant, cette idée de dire que d'un côté on a décidé de faire attendre 14 jours des gens qui arrivent déjà en détresse, ce qui n'est pas la manière la plus accueillante pour des gens qui ont vécu des traumatismes chez eux et qui ont traversé parfois vents et marées avant d'arriver ici, mais qu'en plus, pour des questions administratives, ils ne peuvent plus faire appel à des services auxquels ils auraient eu droit et se retrouvent donc dans la spirale de la rue, c'est bien ça. Peut-être, et puis évidemment, il y a aussi la question de votre financement qui n'est pas non plus réjouissant parce que j'imagine que ça vous prend beaucoup de temps d'aller chercher du financement étant donné que vous ne l'avez pas de manière
automatique. Peut-être déjà nous dire quelles sont, si vous en avez, quelques décisions politiques publiques qu'on pourrait prendre qui, tout simplement, faciliteraient la vie de ces personnes-là qui arrivent en détresse et pour qui nous avons un devoir pour des coûts minimaux ou peut-être des coûts nuls parfois. Est-ce que je commence et vous complétez? Oui, effectivement, il y a déjà à coût quasi zéro que le M3S puisse changer les règles d'acceptation au PRIDA. Parce que tout à l'heure, on parlait du PRIDA en disant qu'ils étaient quasi vides. Le but n'est pas de récupérer en fait toutes les personnes qui y sont. C'est pas ça. C'est vraiment d'agir comme en complémentarité. Mais sur leurs 300 lits qui sont occupés sur 1150, s'ils avaient cette latitude-là de pouvoir accueillir des personnes en demande d'asile qui sont présents depuis même 1 mois, 2 mois, ça nous soulagerait beaucoup. Donc, il y a ça. L'autre chose qui peut être fait, c'est effectivement au niveau du financement des organismes. Donc, ça, ce serait de voir comment on peut ouvrir dans les programmes du MIFI. C'est un programme qui s'appelle le PASSI, mais qui est comme très cadré par statut d'immigration. Et au sein du PASSI, il y a juste un volet qui s'appelle le volet 3, qui reconnaît l'existence de personnes qui demandent l'asile, puisqu'il permet de financer des organismes, mais juste pour les aider à se trouver du logement. Donc, pourquoi ne pas élargir ce programme qui existe déjà pour d'autres services? On sait que c'est extrêmement difficile de se trouver un logement, donc pensez à avant, hébergement transitoire, et pensez également à des services attenants. 3, ce qui pourrait, à coût nul, je ne sais pas, mais c'est en termes d'aide juridique. Vous êtes bien placé pour savoir, à Québec, le bureau d'aide juridique a fermé. Il y avait notamment différentes personnes en demande d'asile qui dépendaient de ce bureau, qui se sont retrouvées un peu du jour au lendemain sans conseil juridique. Si vous voulez continuer, Oui. Eva, Arthur. Oui. Merci, je vais prendre le relais. Merci, Florence. L'aide juridique, je ferai du pouce sur ça parce qu'en fait, pour moi, je le vois vraiment comme un investissement au sens où plus rapidement une personne peut finir ses démarches juridiques, plus rapidement elle peut aussi être active à d'autres niveaux. Et à l'inverse, plus long son parcours juridique est, plus elle a de chances en fait de tomber dans l'irrégularité et de ne pas pouvoir participer à la société, ce qui se passe beaucoup plus actuellement, malheureusement. Sinon, les services d'employabilité, donc Florence parlait des services en général. C'est des services déjà existants pour les personnes migrantes, mais habituellement quand elles sont acceptées ou réfugiées. Si les personnes demandeuses d'asile pouvaient accéder à ces services-là, ça ferait un changement complet et total. Leurs 2 priorités quand ils arrivent, c'est certainement pas de toucher de l'aide sociale. Je m'excuse de vous interrompre, c'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous remercie à tous les 3 pour votre contribution aux travaux. Alors, je suspends les travaux.